Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien, on parle de l'intelligence artificielle, évidemment dans le monde du travail et précisément dans les ressources humaines, parce que l'intelligence artificielle, elle est partout. On en parle dans les journaux, souvent lorsqu'il y a des affaires et des polémiques. Facebook, Google, les datas, vos données personnelles évidemment, et la manière dont ces outils informatiques, ces algorithmes sont utilisés pour le bien ou pour le mal, parce que c'est évidemment tout l'enjeu de ces outils informatiques. À quoi servent-ils ? Est-ce que c'est une opportunité ou un risque ? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et surtout, est-ce que dans les ressources humaines, les RH, l'algorithme est en train de gagner la bataille ? C'est pas si sûr. Elle l'a gagné dans la vente, le marketing, la supply chain. Mais c'est plus compliqué dans le domaine des ressources humaines. On en parle avec nos invités. Franca Salis-Madinier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de la CFDT et du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Non. C'est le... En Europe, Comité économique et social européen. Mais le CESE est aussi le Conseil environnemental en France. Et vous êtes vice-présidente de l'Observatoire des transitions numériques. Et ce livre, préface de Cécile Dejoux, le guide de l'intelligence artificielle au travail, vos droits face aux algorithmes chez Erol, avec une grande première partie qui n'est pas un pamphlet, qui est vraiment un livre qui explique aux béotiens, que nous sommes presque tous, comment ça marche, quels sont les risques. Et on va en parler avec vous dans quelques instants. Emmanuel Léa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur innovation de Matrice, et vous êtes opérateur de Labor IA, créé le 29 novembre par la ministre du Travail, qui vise à réfléchir aux enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, avec un baromètre, et on va en parler avec vous, pour essayer d'avoir un tableau de bord concret de la place de l'intelligence artificielle au sein des organisations. On va faire le point avec vous. Et puis, Matrice, juste en quelques mots qu'on vous découvre, vous n'êtes pas ingénieur informatique, mais juriste. Et Matrice, toute sa philosophie, c'est de faire travailler tous les écosystèmes. Vous n'êtes pas des ingénieurs de la tech. Il y a des sociologues, il y a des penseurs, il y a des informaticiens. C'est ça l'esprit. Exactement. Merci déjà de nous avoir sur votre plateau. Effectivement, Matrice, on se définit comme un institut d'innovation technologique et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on va aborder la question de l'innovation, on va aussi l'aborder sous le regard de l'impact que ça a sur la société de demain et d'aujourd'hui. Et donc, le sujet est de dire comment est-ce qu'on met ensemble les sciences humaines, le design, la technologie, la recherche, de manière générale aussi, au service d'une innovation qui soit socialement, environnementalement acceptable, pertinente, juste. Ouais. Et donc voilà, Matrice, on fait globalement 4 types d'activités. On fait de la formation au numérique, au métier du numérique. On fait de l'incubation de start-up qui cherchent à avoir un impact positif. Et ensuite, on a des programmes de transfert de technologie, sciences humaines et sciences dures, depuis le laboratoire de recherche publique vers le monde économique, et puis des programmes d'innovation, comme on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et Labor IA, pour mesurer l'ampleur de ces changements et anticiper ceux à venir, c'est ce qu'a dit la ministre du Travail, qui correspond à la philosophie de Matrice. Franca Salis-Madinier, d'abord, pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? Il est sorti le 6 janvier, donc il vient de sortir ce livre. Allez le lire, parce que c'est un livre qui va vous permettre calmement, sans mots compliqués. Il y a plusieurs mots qui apparaissent dans votre livre. Il y a le mot opacité dans l'intelligence artificielle et il y a le mot complexité. Ce que vous évoquez très rapidement, vous dites, en fait, on subit beaucoup plus l'intelligence artificielle qu'on ne la maîtrise, qu'on ne la contrôle. C'est compliqué parce que c'est de l'informatique de haut niveau et c'est souvent opaque parce que géré par des grandes structures internationales, des grands groupes et dont on a du mal à percer les secrets. C'est tout à fait ça. Merci d'abord pour votre invitation. Donc, un plaisir aussi de pouvoir contribuer au débat parce que le premier constat de ce guide et de pourquoi ce guide, c'est qu'il n'y a pas assez de débats autour d'une technologie qui est quand même assez impactante et qui va très vite et qui est complexe, qui est opaque, qui offre plein d'opportunités. Donc, le but, au niveau de la syndicaliste que je suis, c'est qu'on ne la subisse pas, mais qu'on en maîtrise les transformations et qu'on les anticipe pour ne pas rester sur les bords du chemin. Donc ça, c'est des opportunités, pour répondre à votre question, c'est des opportunités magnifiques vous le dites. Dans les domaines, dans différents domaines, médical, dans l'agriculture, dans la recherche. Le médical, c'est la médecine prédictive, pour le rendre un peu concret. Exemple, on essaie de... Voilà, et même très personnalisée sur le diagnostic d'un cancer et une thérapie très, très personnalisée qui donc peut être plus efficace. Donc tout ça, on n'est nie pas, elle est là, il faut faire avec. Mais en même temps, il faut la maîtriser, il faut l'anticiper, il faut l'orienter pour que ça soit
la production d'une avancée technologique soit aussi synonyme de progrès pour les hommes et les femmes que nous sommes, pour les citoyens, les travailleurs que nous sommes. Juste un mot, Franca, c'est une vision très philosophique, très éthique, c'est-à-dire que vous donnez un axe, un paradigme, mais dans la réalité, je repose ma question, complexe et souvent opaque. Comment on fait pour déverrouiller les portes de ces géants des GAFA qui accumulent des milliards et des milliards de données sur lesquelles vous parlez de Cambridge Analytica, qui a été un scandale absolu d'achat de données dont on dit que ces données ont fait basculer l'élection et le Brexit. Enfin, c'est quand même pas rien. Comment on fait là ? Donc, les enjeux, vous les posez, c'est des enjeux aussi démocratiques, parce que derrière, on peut manipuler, on les voit bien, Facebook, tous les scandales. On en parle surtout lorsqu'il y a des scandales. Et c'est des phénomènes que les citoyens ne maîtrisent pas. Donc, c'est à notre insu. Alors, ces guides, modestement, veulent être la conscience, dire, voilà, il y a des choses qui sont à l'œuvre, il faut avoir des outils. Donc, on commence par les outils juridiques, en milieu professionnel, pour dialoguer, pour interpeller. Pourquoi on utilise l'IA dans notre entreprise, par exemple ? Quelle finalité ? Est-ce que ça c'est le rôle des syndicalistes. Hein. Ça nous sert pour bien orienter les formations, pour anticiper les mutations et donc former. Ou ça sert à nous surveiller, à contrôler nos déplacements quand on est en télétravail. Voilà. Après, vous avez évoqué une question qui est fondamentale, et c'est pour ça que les régulations doivent se faire aussi au niveau international, parce que cette technologie ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, n'est-ce pas ? C'est comme le virus. D'ailleurs, vous dites bien que l'Europe et la France sont quand même très très loin en matière d'investissement comparé à la Chine, aux États-Unis et à l'Inde. Oui, les pays et les continents n'ont pas tous les mêmes enjeux. Je dirais que l'Europe, c'est le premier continent qui s'est focalisé aussi sur les besoins de faire une technologie qui réponde à l'éthique. Et donc même aux valeurs et au respect des droits fondamentaux auxquels nous, Européens, nous sommes peut-être plus attachés que les Chinois. Sauf qu'on est très en retard sur le plan de l'investissement quand vous les comparez. On est très en retard sur le plan de l'investissement. Juste d'un mot, excusez-moi Franca, nous sommes avec Laure Land-Gronowski, qui est avocate associée IT et Data Protection chez Agilité. Vous êtes avec nous parce que vous soulevez le débat du droit, et je donnerai la parole à Emmanuel et Anne dans quelques instants. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients ? Ils vous disent... on dérégule le système, après tout, les algorithmes sont partout. Pourquoi être aussi contraignant ? Pourquoi il y a des régulateurs ici en France ? Pourquoi il y a la RGPD ? Pourquoi on ne nous laisserait pas faire ce que l'on veut ? Ou est-ce que tout le monde se plie ? Ou inversement, est-ce que vos clients disent « nous, les algorithmes, on les subit » ? Alors, bonjour. Je ne suis pas certaine que la question se pose totalement en ce sens. Moi, ce que j'ai l'impression de voir à travers le prisme juridique et le prisme de l'avocate, quand je suis interrogée sur ces sujets, c'est plutôt une vision des entreprises qui se disent qu'elles souhaitent mettre en œuvre des projets d'IA, des projets d'intelligence artificielle, des projets de traitement algorithmique de la donnée, et qui viennent nous interroger pour savoir comment le faire tout en étant dans les clous, et comment mettre en place ces traitements de données, parce que finalement derrière on parle d'un traitement de données de salariés, de données de candidats sur les sujets qu'on évoquait aujourd'hui, et qui viennent donc nous voir en nous demandant comment faire pour encadrer ces projets dès la conception du projet finalement, avec une volonté de se mettre en conformité au regard, par exemple, vous l'évoquiez, du RGPD, de la loi informatique et liberté, ou à terme de la réglementation européenne qui est en cours de formation au niveau de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Vous restez avec nous, Laure, parce que je voulais interroger Emmanuel Héa, parce que directeur innovation de Matrice, et vous avez été choisi comme opérateur de Labor IA. Ça, c'est une initiative du gouvernement. L'Europe aussi s'intéresse à ces sujets d'assez près, mais la France, Elisabeth Borne, et je la cite, elle dit « l'IA est un vecteur, au moment où elle a ouvert le 29 novembre dernier, l'IA est un vecteur d'opportunité, de créativité, de productivité, dit-elle, mais aussi source d'inquiétude sur l'emploi. Les algorithmes sont une boîte noire pour les utilisateurs. Ils suscitent des questions d'éthique et modifient les manières de produire, de recruter et de manager. » On est où ? On est sur une ligne de crête, là. On hésite à faire basculer l'algorithme d'un côté ou de l'autre. Et vous êtes là peut-être pour réguler, pour observer ? Oui, je crois qu'il y a un truc qui est assez fondamental, c'est qu'au-delà de se mettre en conformité, il y a la question de la philosophie derrière, oui, ce que l'on veut faire. C'est pas que du droit.
Exactement. Et il y a un vrai sujet, nous c'est un sujet qu'on porte depuis très longtemps à Matrice, d'encapacitation des gens qui vont être confrontés finalement à ces algorithmes, soit en tant qu'utilisateurs, soit en tant que finalement objet d'une situation qu'ils ne maîtrisent plus. La question de l'encapacitation, donc des capacités, de la question de la puissance d'agir des individus, donc c'est vraiment un prisme aussi individuel, au-delà du collectif de l'entreprise, c'est la question de savoir comment est-ce que, confronté à ces algorithmes, la transparence, et donc là on peut en revenir aussi à des auteurs qu'on aime beaucoup comme Bernard Stiegler ou Simon Don, mais des technologies de savoir, comment est-ce que cet algorithme il nous permet de mieux comprendre la situation, de mieux se saisir de la décision, de la mettre en discussion. Et donc tout le sujet du dialogue social se trouve là aussi. Comment dans l'entreprise, avec l'intelligence artificielle, on peut outiller la décision de manière transparente, mettre en discussion aussi ce qui doit être un guide bien davantage qu'un moyen de prendre une décision en disant c'est l'algorithme qui a dit. Si Labor IA a été créé, c'est bien parce qu'il y a foisonnement d'entreprises venues de tous les continents, mais aussi en France, parce qu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui se lancent sur le marché de l'IA. Il y a un foisonnement d'entreprises, il y a beaucoup d'argent à gagner, vous le confirmez ? Oui, c'est des marchés qui sont absolument colossaux. Enfin, si on reprend les études des grands cabinets de conseil qu'on connaît tous, ça se compte en trillions. C'est des marchés qui sont bien évidemment des opportunités très fortes, qui ont bénéficié dans les années qui ont passé aussi d'une forme d'effet d'aubaine. On ne savait pas toujours très bien ce qu'on achetait. Aujourd'hui, l'enjeu technologique, j'ai envie de dire, il est presque derrière nous. Ces technologies-là, elles existent, elles sont déployées. Maintenant, il y a un enjeu de savoir comment est-ce qu'on pense la technologie en train de se faire, comment est-ce qu'on pense le projet avant de penser la techno. Dans votre livre, Franca, et je donnerai la parole à notre juriste parce que c'est intéressant, on parlait du droit et avec Emmanuel, on parle d'éthique, on parle de place de l'être humain dans cette technologie parce qu'elle est incontournable, elle est là, il faudra vivre avec. Elle a bousculé le secteur de la santé, du transport, de la publicité, de la finance, du droit. Les notaires sont inquiets de l'éducation, les juges et d'une manière globale, le monde du travail. Notre émission, c'est les RH et l'emploi. J'ai lu quelques articles qui disent sur les RH, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a moins d'informations, on a moins de data. C'est plus compliqué de mettre de l'algorithme dans le recrutement. Encore qu'Amazon, vous le dites, je crois, a abandonné son algorithme de recrutement qu'il avait créé en 2014 parce qu'en fait, il y avait des biais qui avaient éliminé les femmes. Dans l'analyse des CV. Dans l'analyse des CV, et avec des hommes qui émergeaient. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat autour des ressources humaines et de l'emploi ? Parce qu'il y a certains secteurs, l'algorithme est là. Il n'y a pas de doute. Mais pour les RH... Alors, dans tous les secteurs, moi, je pense qu'il faut tous quand même avoir à l'esprit que la décision ultime doit être laissée dans les mains de l'homme. C'est le cas aujourd'hui ou pas ? Par exemple, un médecin, il peut avoir une recommandation qui peut l'aider à la décision, est-ce que je dois opérer ou pas, c'est patient. Mais c'est quand même lui qui tranche. Mais lui doit trancher, ou elle. Mais attendez, on est en science-fiction ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises indépendamment des hommes ? Mais par exemple, dans les curriculums vitae, parce que bon, ça concerne tout le monde. Bah oui, enfants, des centaines etc. de milliers de CV. 1 million de CV qui sont reçus par jour par les groupes très connus. Bah, écoutez, ma fille en a envoyé un ce week-end, vendredi, le samedi, elle avait déjà la réponse. Donc, ce n'est pas un humain. La réponse était que ces mots-clés qu'il fallait mettre, ils n'y étaient peut-être pas. Et donc, elle était exclue. Donc, je pense que c'est déjà utilisé. Ce qui est passionnant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il faut, quand on écrit son CV, avoir intégré l'idée qu'en face, ce n'est pas un humain, mais un algorithme, et qu'il fallait mettre les bons mots-clés, et qu'on pouvait presque, je mets des guillemets, gruger l'algorithme, parce que si on met les bons mots-clés, Emmanuel... D'ailleurs, il y a des jeunes qui savent déjà, qui savent. Et qui rusent. C'est la ruse against les machines. Exactement. Donc, on n'est pas dans la science-fiction, c'était des films, ça, avant, c'était Terminator, quand il y avait des machines face à des hommes. On est dedans, là. Et pour revenir dans l'entreprise, donc la décision, par exemple, lorsque vous êtes impacté, messieurs, dans votre évolution ici, sur les plateaux, au niveau vous avez besoin que la décision soit prise par une personne. Bien sûr. Et vous avez les droits aujourd'hui, je pense que notre ami va aussi confirmer, voilà, de vous opposer à une décision qui est prise uniquement par la machine. Emmanuel Léa, on prend donc des décisions indépendamment de l'homme, de la volonté de l'homme ou de son choix. Votre observatoire, puisqu'il est question de créer un baromètre à travers Matrice, ses équipes et Labor IA, on en est où
Parce que c'est un tableau de bord, la ministre a dit, j'ai besoin d'avoir une visibilité. Ça représente quoi? Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres de l'algorithme, des algorithmes au sein du monde du travail? C'est 10%, 20%? Nous, on avait 32%, c'est notre chiffre. Des emplois pourraient être profondément transformés d'ici les 20 prochaines années. C'est une source OCDE qui date de 2019, ce qui est gigantesque. Oui. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, il y a des décisions qui sont prises dans des algorithmes d'optimisation qu'on utilise tous les jours sur LinkedIn, ce que vous avez dans le fil d'actualité, c'est pas un humain qui le choisit, etc. Ça, c'est une dynamique qui est là pour rester. Ensuite, la question qui va se poser, c'est effectivement quand il y a des enjeux humains très forts derrière, soit en termes de capacité de décision, soit en termes de projection de trajectoire professionnelle, des questions de compétences qui se posent. Là, l'intelligence artificielle a sans doute plus de difficultés à appréhender la réalité des choses. Donc, le but de ce programme Laboria que l'on opère... sur lequel vous travaillez en ce moment. Sur lequel on a déjà commencé à travailler. Donc, on est en train de préparer les différentes phases. Il va se décliner en 3 phases sur les 2 prochaines années. La première, c'est de travailler effectivement sur ce baromètre. Donc, au travers de ce baromètre, on va essayer d'avoir un indice de l'état de maturité des entreprises, de la perception de l'intelligence artificielle aussi par les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu aussi à démystifier un certain nombre de choses. C'est vrai. Il y a des choses qui posent problème, il y a des choses qui posent moins problème et qu'on peut aussi accepter. Il ne faut pas tout jeter en bloc, c'est ce que vous dites. Exactement. Donc ça, c'est le premier lot, c'est ce baromètre. Donc le but, c'est en lien avec le ministère du Travail, de le déterminer, de poser les questions qui permettront d'avoir finalement cet indicateur de pilotage et de le mettre à jour régulièrement dans les années qui viennent. Ensuite, et là où on a finalement, c'est aussi une très grosse partie de ce programme-là, c'est une logique beaucoup plus proche du terrain pour aller comprendre les impacts beaucoup plus précis sur effectivement les 32% d'emplois qui vont être profondément modifiés. L'employabilité des collaborateurs, des salariés. Exactement. Et donc là, on va rentrer dans les entreprises avec des sociologues, des spécialistes de l'intelligence artificielle, start-up, chercheurs ou autres, pour vraiment essayer de comprendre finalement, quand on va lancer une expérimentation d'un projet IA, donc un service d'optimisation ou le déploiement d'un logiciel quelque part dans l'entreprise, quels sont les impacts sur les compétences, interroger les gens sur la perception de leur rapport à l'emploi, de leur trajectoire professionnelle. Qu'est-ce que ça change dans leur quotidien? Qu'est-ce que ça change avec une observation très qualitative, très fine, pour bien mesurer ça. Et dans ce cadre-là, nous, on va avoir aussi besoin d'entreprises qui ont envie de rentrer avec le ministère du Travail dans cette observation concrète. C'est quelque part se mettre à nu. Je ne sais pas si... Mais oui, c'est dévoiler leurs petits secrets de leur business. Je ne sais pas si Uber, par exemple, acceptera de dire « Très bien, on va regarder l'impact de nos algorithmes sur la projection professionnelle. » Oui, parce que là, ils sont confrontés, les chauffeurs, en direct, les livreurs. Exactement. Donc voilà. Nous, on aimerait bien qu'ils l'acceptent. En tout cas, on va... Voilà, vous le dites sur ce plateau. Là, s'ils vous écoutent, le message est lancé. Le message est lancé. C'est même cofinancé par le ministère du Travail. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra travailler là-dessus. Voilà. Toute entreprise intéressée, nous, on les appelle à nous contacter, en tout cas, pour justement aller investiguer ces sujets. Juste, je vous ai vu sourire, Laure, quand Emmanuel a lancé un appel télévisuel ici, dans Smart Job, a proposé à Uber d'ouvrir grand ses ordinateurs pour que le lab IA puisse travailler, et travailler la main dans la main. Ça vous a fait sourire, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a l'IA, il y a un petit côté opaque, il y a un petit côté secret de fabrication du business, et que les entreprises n'ont pas trop envie de le dévoiler, ça, quand même. Effectivement, je pense que les entreprises n'ont pas forcément envie de le dévoiler, et en même temps, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai entendu parler d'outillage de la gestion RH, d'outillage de la prise de décision, de droit, d'éthique, et finalement, qu'on ait envie ou pas de le dévoiler, on a quand même juridiquement une obligation d'une certaine transparence à l'égard des personnes dont on va collecter, traiter, utiliser les données dans le cadre de différents projets qui se fondent sur l'intelligence artificielle. Et c'est là où on peut tout à fait dire, je pense que le droit rejoint l'éthique, avec des obligations qui existent déjà aujourd'hui, avec notamment le RGPD que j'évoquais tout à l'heure, ou qui existeront de manière un peu différente à terme si on regarde le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, cette obligation de transparence qui doit présider finalement à la base de tout projet de traitement de données et donc de traitement lié à l'intelligence artificielle. Et la transparence, c'est quoi? C'est quand même en tout état de cause l'obligation d'informer les personnes, alors là les candidats, les salariés, mais toute personne dont on collecte et dont on traite les données
dans un projet algorithmique ou d'IA de ce qu'on fait avec les données, de par qui elles vont être traitées, pourquoi, de la logique finalement qui sous-tend le traitement de données, des éventuelles conséquences ou décisions qui pourront être prises sur le fondement de ces traitements de données. Ça fait partie de l'obligation de transparence qui s'impose à tous les, on va dire, les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle et également à ceux qui les utilisent et notamment aux employeurs. Juste Franca, c'est intéressant parce que bon, y a un débat autour du droit et de l'éthique, puisqu'il y a quand même des règles. Honnêtement, moi qui suis un utilisateur béotien, le RGPD, c'est aussi abscon que de dire « ok, j'accepte, ok, je refuse ». Ça ne veut rien dire de plus que ça pour moi. Je ne connais pas mes droits lorsque j'accepte et que je refuse, pour être très franc. J'ai bien compris qu'il y avait un RGPD. Je crois que tout le monde l'a compris. Règlement général. Exactement, qui était d'ailleurs une règle européenne, mais qui échappe, encore une fois, au commun des mortels. Personne ne sait ce que c'est. En un mot, vous soulevez le débat quand même de la protection des données, des salariés, et même de l'impact direct d'un maintien ou pas dans son emploi, parce que ça va jusque-là, l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a des collaborateurs dont on dit, tu sais, dans 10 ans, ton métier sera remplacé par un algorithme qui triera les documents et qui le fera sûrement beaucoup mieux que toi. Enfin, ça génère quand même une angoisse terrible. Et c'est pour ça qu'il faut quand même en discuter. Donc, toutes les questions que nous sommes mais en discuter, j'entends, mais il nous reste peu de temps. On fait quoi? Voilà, on fait une loi, on met des barrières, on dit aux GAFA, vous avez des règles en Europe que vous ne pourrez pas, les règles que vous utilisez dans le monde. Là, on fait quoi? On a plusieurs niveaux. D'abord, vous parlez de Google, vous parlez du consentement que nous donnons parce que nous sommes obligés, si nous voulons continuer. On peut refuser aussi. Internet. Ouais. Donc, le consentement n'est pas éclairé. Donc, là-dessus, il s'agit quand même de former les citoyens aussi, de former les citoyens. Et il y a le débat sur l'emploi. Et après, il y a les débats et les dialogues sociaux et la négociation au sein des entreprises parce que les impacts peuvent être importants et donc il faut que nous soyons conscients. Enfin, il faut que les syndicalistes, il faut que vous soyez formés, madame, quand même. Les syndicalistes. Il faut que les syndicalistes aient la matière pour comprendre. Première pierre, c'est une contribution, hein, c'est pas exhaustif, mais c'est une première pierre lancée dans les débats. Nous voulons être associés au programme de la ministre du Travail que nous saluons en France parce qu'il y avait ça en Allemagne avec les syndicats depuis des années sur la nouvelle technologie. Ici, ça manquait un petit peu les impacts sur les travailleurs. Donc, la place des syndicats dans ce sujet. Ça nous semble indispensable parce que nous représentons quand même la masse des travailleurs qui seront impactés, bien ou mal. Mais il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quelles données sont en train de laisser sur Internet, quelle utilisation peut en être faite. Trace indélébile, vous confirmez. Et donc, lorsque vous parlez du code de propriété intellectuelle, ouvrir la boîte noire, alors si vous ouvrez une boîte noire d'un avion, vous comprenez ce qui s'est passé. Si vous ouvrez une boîte noire d'un algorithme, avec des milliards de paramètres, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, il faut que ces algorithmes soient testés, auditionnés, donc Madame le disait, avant qu'ils soient mis sur les marchés, mais je pense que c'est aussi un avantage compétitif. Donc là, je reboucle avec ce que vous disiez, il y a des États qui investissent des milliards, l'Europe est à la traîne, etc. L'Europe peut être aussi un continent qui a un avantage concurrentiel, c'est celui d'avoir une intelligence artificielle qui respecte les droits fondamentaux, qui ne sont pas uniquement français, mais, je dirais, mondiaux. Pour conclure, Emmanuela, il y avait un titre dans l'émission sur l'idée d'une intelligence artificielle éthique, qui respecte des règles. On en est loin, là, aujourd'hui. On est quand même dans un foisonnement d'entreprises, une forme de maquis qui échappe à 98% de la population. Oui, tout à fait. Il y a effectivement plein de travaux qui sont menés actuellement de normalisation aussi sur les enjeux de transparence, d'auditabilité du code. Je pense qu'il y a un sujet aussi un peu plus profond d'expérience utilisateur. Oui. Quand on conçoit des logiciels, on parle souvent d'expérience utilisateur. Et nous, ce qu'on essaye de faire, puisque à Matrice, on conçoit et on développe aussi des logiciels, on essaye de le faire avec une ligne éditoriale un peu particulière qui est justement de faire du logiciel qui soit capacitant. C'est-à-dire qu'au travers du parcours qu'on va avoir, on va essayer de donner à voir pourquoi l'algorithme vous a proposé ça, les conséquences de vos choix que vous pouvez faire, et de l'inclure finalement dans le parcours global. On prend par la main l'utilisateur, on ne demande pas de cliquer bêtement sur OK. Sur le sujet du RGPD, la question est évidemment très très mal traitée aujourd'hui.
Et donc, voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, Oui. c'est vraiment une formalité, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Mais c'est terrible. Moi, je sais un petit peu ce qu'il y a derrière, et pourtant, je clique tout aussi bien. Il y a quoi derrière, d'ailleurs? Qu'est-ce que je peux en faire de mon OK, j'accepte? Alors, vous pouvez souvent cliquer sur En savoir plus, et après, vous avez accès à l'équivalent des CGU, mais version RGPD. Et donc, en fait... Illisible, hein, j'ai essayé. Hein. Exactement. Et donc, vous allez passer plus de temps à essayer de lire et de comprendre ça qu'à accéder au contenu que vous vouliez cibler. Donc, les citoyens ou les salariés sont un peu dépossédés de l'outil, quand même, en tout cas de cette technologie. Ah bah tout à fait. Il n'y a aucune prise en compte de l'expérience utilisateur par rapport à ces enjeux-là. Un mot avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a chez vous, qui avait quand même autour de la table de Matrice et de Lebor IA un certain nombre de penseurs, de chercheurs, est-ce qu'on est en train de vivre une révolution? Vous savez, il y a eu les révolutions industrielles. J'ai un sentiment que le 21e siècle va être la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, sur le plan technologique, elle est déjà largement entamée, elle va perdurer. Je pense qu'on passe effectivement à une ère du numérique responsable aussi, où il y a cet appel-là qui vient aussi des générations plus jeunes qui comprennent ces enjeux-là, qui sont capables aussi de challenger et de faire des choix. Qui sont nés dedans, eux. Qui sont nés dedans et qui sont capables de faire des choix aussi par rapport aux... Et qui vont challenger finalement. Exigence éthique. Francis Hogan de Facebook a démissionné parce qu'elle ne se retrouvait plus dans les valeurs pour lesquelles... Disons même, je crois, qu'elle refuse d'ailleurs que son enfant soit un utilisateur. Et aux États-Unis, il y a des syndicats qui se constituent autour de ces questions. Donc il y a quand même un rapport de force qui s'installe. Qui passe par les travailleurs. Et pas uniquement les utilisateurs. Parce que c'est en refusant aussi de coopérer, collaborer, de construire ces éléments-là qu'on va pouvoir changer les choses. Oui, c'est exact. Donc une note d'optimisme, il faut être acteur. Ouais. En Californie, effectivement, plusieurs acteurs ont... Acteurs de ces changements et pas les observer uniquement. Je voudrais qu'on revoie votre livre parce que c'est un livre, on a bien compris, une des pierres de l'édifice de la place des syndicats et donc de ceux qui parlent au débat, à la place, à la connaissance. Voilà, et aux côtés des salariés, Franca Salis Madinier, le guide, parce que c'est important, c'est un guide, c'est vraiment facile à lire, facile, c'est écrit très simplement, alors que ce sont des sujets éminemment complexes. Le guide de l'intelligence artificielle au travail, vos droits face aux algorithmes, avec un Terminator justement sur un clavier, ça c'est le choix de l'éditeur, j'en suis sûr, édition Erol. Merci à Emmanuel Léa, directeur innovation de Matrice, on aura compris ce que c'était, et puis on va suivre de près, on attend vos travaux, et puis peut-être les premiers éléments de ce baromètre, ça sera en 2022, j'en suis sûr, en tout cas je l'espère, et puis je remercie maître Laure Land Gronowski, qui est avocate associée IT et Data Protection chez Agilité, qui nous a fait partager son point de vue de juriste, évidemment. Merci à vous trois, on va continuer à suivre ce dossier et les impacts de l'informatique et de l'IA sur notre travail. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Devinez quoi? On parle de la tech, mais il y a trop d'offres et il n'y a pas assez de demandes, ou vice-versa. C'est tout de suite.